Albert, vous êtes l'auteur d'Un souper en Médoc et votre deuxième ouvrage publié lui aussi chez Ferré est Le Conclave de Bordeaux sur le classement de 1855 notamment. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Volontiers. En réalité, ce que j'ai voulu essayer de faire avec la complicité de Bruno Boisdron, c'est nous engager dans une saga viticole bordelaise qui commence rive gauche mais qui ne tardera pas à venir rive droite. Dans l'immédiat, Un souper en Médoc décrit la société bourgeoise provinciale avant l'accession au trône de Napoléon III, avec l'émergence d'une jeune femme qui va, à mes yeux, anticiper l'émancipation féminine à la moitié du XIXe siècle, un peu à la George Sand. Nous focalisons essentiellement sur Soulac. Pourquoi ? Parce que trois forces politiques sont en concurrence. D'abord une majorité parlementaire qui est très à droite, très calotine, si je puis dire. Une forme de l'État qui est la République. Et enfin, un président élu qui est un prince Bonaparte. Ce qui veut dire que cette affaire-là ne va pas durer très longtemps et qu'il va falloir rapidement choisir entre les trois options. Quant au conclave de Bordeaux, vous avez fait allusion au fait que j'y parle du classement de 1855, c'est vrai et je m'assume, à telle enseigne que j'aurais bien aimé que cet opus s'appelle Lutte de classe, mais la qualité éditoriale des éditions Ferré m'en a empêché naturellement. Donc, le conclave de Bordeaux. Le conclave de Bordeaux pour illustrer d'une certaine manière l'ambiance extrêmement feutrée, je dirais surabondamment l'ambiance bordelaise dans laquelle on a procédé à ce fameux classement. Je ne suis pas convaincu d'ailleurs qu'il faille désormais l'inscrire dans le marbre, parce que je profite de l'occasion d'être rive droite pour dire qu'il y a d'autres formes de classement, à propos desquelles on pourrait faire d'autres commentaires, mais tel n'est pas mon projet. À l'heure actuelle, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir d'abord notre rapport au temps dans l'histoire, en particulier dans le domaine agricole, dans le domaine viticole, et la place de la femme dans les propriétés. Napoléon Ier avait pris soin à travers le Code civil de réformer, de casser complètement la société d'Ancien Régime. Il s'avère, et je crois qu'aujourd'hui on reste dans les clous, que la femme, par l'apport de foncier, demeure un élément essentiel des restructurations permanentes du terroir et des vignobles. Alors je crois que vous vous appuyez beaucoup sur des études historiques et je crois que vous en avez trouvé une avec des informations abondantes sur le classement. Est-ce qu'on va découvrir des choses que peut-être on ne connaît pas ? Vous savez, confusément, à Bordeaux, sans générique du terme, je fais une petite incise, oui. On parle des vins de Loire, on parle des vins d'Alsace, on parle des vins de Provence, mais on ne parle que des vins de Bordeaux. En termes où le nom de la ville générique oui. est devenu l'appellation. C'est tout simplement une raison pratique, à savoir que les vins partaient de Bordeaux. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'en 1955 et encore au-delà, tout autre vin que les vins produits rive gauche était réputé vin des hautes terres, sachant qu'on allait de Cahors à Pomerol et Saint-Émilion. C'est-à-dire qu'il fallait vider les chais de Bordeaux de la production de la rive gauche. Et je vais vous donner un moyen très simple pour visualiser sur une carte d'où proviennent l'essentiel des crus classés. Concernant le Médoc, vous avez deux ports significatifs que sont le port de Pauillac et le port d'Issan à Margaux. Et vous vous rendez compte très rapidement que la majeure partie des crus classés au centre de 1855 proviennent de ces ports. Et c'est la raison pour laquelle, à travers une étude que j'ai faite via une thèse universitaire américaine qui a déjà quelques années, on se rend compte qu'en définitive, le classement ne procède pas d'une dégustation méthodique comme aurait été le vœu du gouvernement de l'empereur, mais tout simplement d'un accord à minima au sein de l'interprofession, à savoir qu'on a primé les crus dont les courtiers nous ont dit qu'ils avaient été vendus le plus abondamment et au prix le plus cher. Donc en fait, ça a été la décision finale. Je suppose qu'avant, il y a eu peut-être des interrogations sur la méthodologie à retenir.
Et au final, c'est s'appuyer sur les courtiers qui a paru le plus fiable. Si vous voulez, le fond de mon point de vue, nous avons affaire, sous le Second Empire, à une bagarre exceptionnelle et extrêmement intéressante entre la façon dont fonctionne l'État et dont fonctionne l'économie réelle. À savoir, encore une fois, l'État a écrit à tous les maires, je cite l'exemple, le préfet de la Gironde, le préfet de Manque écrit à tous les maires à une période où moins d'un maire sur deux ne maîtrise la langue, à l'écrit comme à l'oral. Tant et si bien que le maire de Cantenac, en 1855, n'orthographie pas correctement le nom de sa commune. Donc par conséquent, il a fallu très rapidement renoncer à faire un classement, je dirais, objectif à partir de la dégustation de centaines et de centaines de propriétés, pour ne pas dire des milliers, et que le tronc commun final a été convenu sur la base du travail des courtiers pour une raison simple d'un point de vue économique, à savoir que le courtier dans l'interprofession qui naît à cette époque-là est celui qui, comme aujourd'hui, fonctionne économiquement sur des taux précis et des taux réduits, en gros entre 1 et 2%. À une réserve près, c'est qu'à l'époque, vous aviez, rive gauche, un certain nombre de propriétés, 4-5, pas plus, qui étaient en capacité de devenir marque, au sens où, par exemple, dans les Anis, Ricard est devenu une marque dans les années 1930, et qui a permis à Yquem, Aubryon, Margaux, Lafite dans une moindre mesure et Latour, de s'ériger, encore une fois, comme produit autonome qui n'avait pas besoin de la structure bordelaise pour se vendre. Est-ce que le fait que les courtiers tenaient des registres était aussi un élément important parce qu'il y avait des écrits sur lesquels on pouvait s'appuyer? C'est un élément majeur. C'est ce qu'on appelle traditionnellement à Bordeaux les tastellotons qui nous viennent du XVIIIe, à savoir qu'il y a eu énormément de classements à partir de la moitié du XVIIIe siècle, à la fin du règne de Louis XV, sous Louis XVI et également sous l'empereur Napoléon Ier. Et c'est la raison pour laquelle on a fini par jouxter le phénomène de l'exposition universelle avec le classement. Sachant que les Bordelais n'en voulaient, je me répète, absolument pas. Ce sont les Bourguignons qui ont craqué les premiers. Le conseil général de Côte d'Or a dit « nous y allons » à ce fameux classement. Là-dessus, les gens de Champagne les ont suivis. Et c'est uniquement à ce moment-là où les Bordelais ont décidé de suivre leurs homologues. Mais sans Saint-Émilion ni Pomerol. Merci beaucoup.